Merci Anthony, merci Aurélien. Donc je me présente en 2 mots. Donc Christophe Delaroche-Saint-André. Je suis chercheur CNRS au Centre de recherche en cancérologie de Marseille, donc situé dans la même ville. Et donc je suis aussi investi dans la FIS que vient de présenter Anthony. J'en suis actuellement le vice-président et je m'occupe du comité local à Marseille. Voilà, donc ce soir, nous allons parler effectivement d'épigénétique, mais dans un cadre particulier, celui de l'hérédité. Car l'épigénétique est un domaine trop vaste. On va se concentrer sur cet aspect qui est l'hérédité, qui est le plus, je dirais, le plus populaire et éventuellement le plus controversé. Alors voilà, donc pour commencer, on va définir, pas si rapidement que ça d'ailleurs, le mot épigénétique, car ce mot déjà mérite qu'on s'y attarde. Alors, je prends la définition qu'en donne Wikipédia, et je vous la lis d'ailleurs. L'épigénétique, du grec ancien épi, au-dessus d'eux, et de génétique, est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible lors de divisions cellulaires et adaptative, l'expression des gènes sans en changer la séquence nucléotidique. Donc, vous voyez, c'est une définition assez longue. Dans cette simple phrase, il y a déjà beaucoup de mots. Donc, nous allons un peu décortiquer cette phrase. Ce sera une façon pour moi de vous dire tout ce que le mot épigénétique recouvre. Alors d'abord, commençons par l'expression des gènes. Qu'entend-on par cette terminologie? Alors, je vais commencer très basiquement par vous dire que un gène, c'est d'abord un segment d'ADN. Ce segment d'ADN, on le définit comme portant une information qui est nécessaire à la fabrication d'une protéine. Une protéine, rapidement, c'est une macromolécule et qui assure une fonction spécifique au sein de la cellule et de l'organisme. Vous avez ici différents exemples. Donc, vous avez différents exemples à gauche de gènes, des protéines qui leur correspondent et des fonctions que ces protéines assurent dans l'organisme. Bon, vous les connaissez normalement. Alors, l'expression d'un gène, c'est en fait le processus par lequel cette information qui est stockée dans l'ADN, dans un gène, est lue, entre guillemets, pour aboutir à la fabrication d'une protéine, comme l'insuline. L'ADN des gènes se trouve donc dans les cellules, mais pas n'importe où, essentiellement dans le noyau des cellules. Donc là, vous avez un schéma très simplifié à l'extrême d'une cellule avec ce qui en définit le pourtour, sa membrane, un noyau à l'intérieur, donc qui contient l'ADN, et ce qui entoure le noyau, ce qu'on appelle le cytoplasme. Voilà, et donc l'ADN est bien à l'intérieur du noyau. Alors, pour faire une protéine, on passe du noyau des cellules, où se trouve l'ADN des gènes, donc, et on va produire les protéines, et ces protéines sont produites non pas dans le noyau, mais dans le cytoplasme. Donc, on va juste dévoiler un petit peu certains des petits rouages qui sont indiqués ici, pour passer d'un gène à une protéine, et qui sont utiles pour la suite. Donc, en fait, si je développe ici juste un bout d'ADN où est localisé un gène, son activité est régulée, contrôlée par un petit bout d'ADN en amont qui est capable d'agir en interrupteur, en l'occurrence à une protéine qu'on appelle un facteur de transcription. Et ce facteur de transcription, quand il est présent en amont du gène, va pouvoir induire la transcription, c'est-à-dire la production d'un ARN messager. Voilà. Ensuite, cet ARN messager va sortir du noyau, va être exporté, et cet ARN messager va être lu selon un processus qu'on appelle cette fois la traduction. L'ARN messager va pouvoir conduire à la construction d'une protéine. Donc, en fait, la première étape, qui est celle tout en haut, c'est une étape assez déterminante. En effet, si on imagine qu'il y a un écoulement comme un robinet depuis le gène jusqu'à la protéine, si
on ferme le robinet en amont, c'est-à-dire que si le facteur de transcription n'est plus capable de jouer son rôle, il n'y a pas de transcription, il n'y a donc pas expression du gène, il n'y a pas de protéine. Alors, comme vous le savez, sans doute, l'organisme humain est composé de nombreuses cellules, on estime à peu près à 30 000 milliards, et ces cellules sont subdivisées en différents types. On distingue ainsi les cellules sanguines, de la peau, du système nerveux, cellules musculaires, du foie, etc. Et donc, dans ces cellules, dans ces tissus différents qui sont faits de cellules différentes, ces cellules différentes expriment des gènes différents, c'est-à-dire produisent des protéines différentes. Vous savez, par exemple, que l'insuline est produite par certaines cellules situées dans le pancréas, ou que les anticorps par des globules blancs, oui, particuliers dans le sang. Alors, on sait depuis longtemps maintenant que, en fait, toutes les cellules possèdent le même ADN, ont les mêmes gènes. D'accord? Donc, ainsi, le gène de l'insuline est présent dans toutes les cellules de notre corps. Par contre, seules certaines cellules du pancréas sont aptes à produire de l'insuline. Donc, une des grandes questions qui a été résolue par l'épigénétique, c'est de savoir comment certains gènes s'expriment uniquement dans certaines cellules, c'est-à-dire comment l'ADN de ces gènes n'est utilisé que dans certaines cellules. Alors, après cette petite introduction, où on va aller plus loin en progressant dans la définition générale. Donc, il s'agit, concernant l'expression des gènes, de mécanismes modifiant cette expression, mais sans en changer la séquence nucléotidique. Alors là, juste une diapositive pour vous indiquer que du gène à la protéine, on passe du langage de l'ADN au langage des protéines, via un ARN messager qui n'est pas mentionné ici, et on le fait par le truchement d'un code, un code génétique, qui est capable donc de passer du langage de l'ADN. Le langage ADN, il est fait des fameuses lettres, hein, vous savez, les bases qu'on appelle A, T, G, C, qui correspondent à leurs initiales. Ce sont en fait des nucléotides. Et ce qu'on appelle la séquence nucléotidique, eh bien, c'est l'ordre de ces 4 lettres. Et cet ordre est absolument fondamental. Et donc, par le biais d'un code qu'on appelle le code génétique, qui a le mérite d'être universel dans tout le monde vivant, eh bien, on peut faire correspondre à cette séquence de nucléotides des acides aminés qui vont constituer les protéines. Donc, chaque petite boule ici correspond à un acide aminé, et c'est cette chaîne d'acides aminés qui va, une fois repliée dans l'espace, donner une protéine. Donc, voilà pour la séquence nucléotidique. Et donc, je profite pour faire un distinguo ici entre ce qu'on appelle d'abord une mutation, c'est-à-dire une mutation, c'est-à-dire une modification de la séquence, indiquée ici en rouge, qui va entraîner, comme vous pouvez voir ici, la petite boule bleue est devenue une boule rouge, hein, il y a un changement d'acide aminé, voilà. Donc, cette mutation correspond cette mutation, donc le changement de la séquence de l'ADN correspond à un changement dans la protéine. Et donc, toutes ces mutations, ces changements sont la base même des études génétiques. Sans mutation, sans variation, pas d'études génétiques. Et donc, concernant l'épigénétique, eh bien, il n'est pas question ici de mutation, c'est-à-dire que la séquence nucléotidique est inchangée. Par contre, c'est l'usage qu'on en fait, c'est-à-dire soit on autorise, soit on interdit la production de la protéine. Donc, il y a un changement d'expression du gène sans modification de la séquence. Donc voilà, ça c'est le domaine de l'épigénétique. Et donc, nous allons maintenant nous intéresser à décrire succinctement quels sont les mécanismes qui permettent justement de contrôler l'expression des gènes. Alors, je vous ai dit au départ que l'ADN était contenu dans le noyau. En fait, l'ADN n'est pas tout nu dans le noyau. Il est associé à tout un paquet de protéines qu'on appelle les histones, et l'ensemble de ces protéines plus ADN constitue ce qu'on appelle la chromatine. Et donc, dans le noyau de cellules, l'ADN est toujours organisé sous une forme de chromatine, en fait, sans entrer dans les détails, qui permet
effectivement de structurer l'ADN de façon à ce que les 2 mètres d'ADN qui est présent dans chacune de nos cellules arrivent à rentrer dans l'espace d'un noyau qui fait uniquement quelques microns de diamètre. Alors, cette chromatine, eh bien, elle a une structure un peu variable et on distingue schématiquement la chromatine selon son niveau de compaction. Il y a des zones dans le noyau où la chromatine est décompactée, des zones où celle-ci est compactée, comme l'indiquent les schémas. Voilà. Et en fait, comme l'indique aussi ce schéma, vous voyez qu'il y a des petites marques sur les histones qui forment la chromatine, et vous voyez que le degré de compaction est corrélé avec la présence de marques, en fait, qui sont des marques chimiques, qui sont différentes. Et donc, on peut distinguer, via ces marques, effectivement, le degré de compaction de la chromatine. Alors, si un gène se trouve dans une zone décompactée de la chromatine, eh bien, il peut, son ADN peut accommoder la présence d'un facteur, donc de l'interrupteur, et donc il peut être exprimé. Par contre, si la chromatine est compactée, là où se trouve le gène, eh bien, le facteur de transcription n'a plus accès à l'ADN du gène, et le gène est silencieux. Donc, vous voyez que par ce jeu de compaction-décompaction, on peut jouer sur l'expression des gènes. Et donc, c'est ce qu'on appelle le contrôle épigénétique de l'expression des gènes. Comme je vous l'ai dit, toutes les cellules ont les mêmes gènes, le même ADN, et donc chaque cellule n'utilise que l'information génétique qui convient à sa fonction. Et donc, ce schéma, vous l'avez déjà vu, le gène d'insuline est présent partout et l'insuline n'est produite que dans les cellules du pancréas. Et donc, voilà, si on traduit ça, c'est que dans toutes les cellules d'organismes, le gène d'insuline se trouve dans une zone compactée de la chromatine, tandis que dans les cellules particulières du pancréas qui produisent l'insuline, eh bien, le gène de l'insuline est dans une zone décompactée. Donc, en fait, des types cellulaires différents correspondent à une accessibilité différente des gènes, et donc une expression différente des gènes, et ça, c'est vraiment le domaine de l'épigénétique. Alors, je ne peux pas passer sous silence un autre niveau de contrôle épigénétique dont vous avez éventuellement entendu parler, qui est la modification directe de l'ADN. La modification en question est appelée méthylation. Et donc, là aussi, sans jouer vraiment sur la compaction de la chromatine, si on méthyle l'ADN, ce qui est représenté ici par le petit rond rouge, eh bien, on empêche de la même façon la fixation du facteur de transcription et le gène est silencieux. Donc, voici un mécanisme de contrôle très général aussi, qui permet, sans jouer vraiment sur la compaction de la chromatine, qui permet de jouer sur l'expression des gènes. Alors, j'ai parlé de l'expression des gènes au niveau des cellules. On peut y penser aussi au niveau d'un organisme entier. Et donc, un des exemples classiques, c'est celui de l'abeille. Et donc, vous avez ici un schéma qui, à gauche, vous avez donc l'œuf, et à droite, vous avez 2 types d'abeilles qu'on peut obtenir, et en intermédiaire, vous avez des stades larvaires. Et donc, vous savez en dehors du nombre, c'est-à-dire qu'il y a normalement une reine et beaucoup d'ouvrières, eh bien, elles se distinguent par leur morphologie extérieure. Et puis aussi, si on ouvre l'abdomen, on constatera que la reine a des ovaires qui sont en pleine forme, tandis que l'ouvrière a des ovaires inactifs. Ce qui explique que la reine est celle qui permet de produire les nouvelles abeilles. C'est une véritable machine à pondre. Donc, en fait, ouvrière et reine, un peu comme les tissus dans notre organisme, en fait, ont les mêmes gènes. Et donc, c'est un jeu d'expression différentielle qui permet de générer tantôt une ouvrière, tantôt une reine. Et donc, ce sont des gènes qui contrôlent ça. Et enfin, il y a des gènes qui sont impliqués dans la croissance de la larve. Vous pouvez voir que la larve qui donnera naissance à la reine est un peu plus grande. Et dans le développement de l'ovaire. Voilà.
Donc, il y a tout un ensemble de gènes, c'est assez compliqué. Et la différence, c'est que ces gènes sont exprimés, qui permettent la croissance supérieure de la larve et le développement de l'ovaire, sont exprimés chez la larve qui va donner la reine et ne sont pas exprimés chez la larve qui va donner l'ouvrière. Et en fait, c'est un jeu ici de méthylation d'ADN. Les gènes, ces gènes qui sont si importants pour faire une reine, sont méthylés dans les larves qui ont donné les ouvrières et donc ne s'expriment pas, donc ne sont pas utilisés. Et qu'est-ce qui déclenche à départ cette différence? C'est notamment, mais pas exclusivement, c'est la gelée royale. Donc c'est la nourriture qu'on donne à la larve qui va faire le destin en termes d'organisme. Et donc c'est la gelée royale qui contrôle si qu'on va empêcher la méthylation de l'ADN des gènes importants dans la croissance de la larve et le développement des ovaires. Voilà, continuons à nous balader dans la définition. Il y a une chose assez importante qui est assez répétée au niveau de l'épigénétique, c'est que c'est réversible. Donc, les mécanismes qui introduisent des modifications épigénétiques le font de façon réversible. Alors, à ce propos-là, on va introduire une petite nuance puisque, vous voyez, j'ai mis oui et non. Alors d'abord, il faut préciser à ce niveau que ces marques, elles ne sont pas comme ça posées de façon magique. Il y a juste des protéines qui sont capables de déposer ces marques. Donc, elles sont symbolisées ici par des crayons. Donc, c'est des marques qui sont qu'on appelle c'est des protéines, qu'on appelle des protéines écrivains et qui sont capables d'ajouter des marques, soit sur les histones de la chromatine, soit directement, s'il s'agit de méthylation, des marques sur l'ADN. Et comme vous voyez, ici, c'est assez visuel, hein, vous avez une flèche qui va dans l'autre sens, et en fait, il y a d'autres protéines qui sont capables d'enlever ces marques, que j'ai symbolisées ici par des gommes, et qui s'appellent des protéines effaceurs. Donc, vous voyez que les marques, il y a un contrôle un peu, théoriquement, un contrôle un peu dynamique, c'est-à-dire on peut ajouter ces marques ou les retirer, et tout ceci est contrôlé. Ça ne se fait pas de façon stochastique. Et cela a notamment son importance, par exemple, lors des ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire le contrôle épigénétique de l'expression des gènes qui s'opère durant l'alternance jour-nuit. Vous avez ici des gènes qui s'expriment de façon différente la nuit et le jour. En l'occurrence, éventuellement, c'est les gènes qui peuvent s'exprimer, qui sont silencieux la nuit et qui vont s'exprimer durant le jour. Et donc, vous avez des vagues, des alternances qui sont calquées sur l'alternance jour-nuit d'expression des gènes. Donc, vous avez des vagues d'expression pendant la journée. Et eh bien, vous voyez que ça correspond à des marques qui sont rajoutées sur la chromatine qui permettent d'exprimer ces gènes durant la journée. Donc voilà, pendant chaque jour que vous vivez, vous avez comme ça des gènes qui sont contrôlés de façon épigénétique, de façon réversible, durant cette alternance jour-nuit. Alors, il est mentionné que c'est adaptatif, et effectivement, l'exemple que je vous ai montré avant, il y a un côté adaptatif, puisque ces gènes, parmi ces gènes, il y a des gènes qui sont importants pour justement avoir une activité correcte pendant la journée, et qui sont moins utiles pendant la période de nuit, période pendant laquelle on est censé se reposer, dormir. Donc, c'est une adaptation à l'environnement, cette alternance jour-nuit, ou aussi à la prise alimentaire. Enfin, il y a plein de variations environnementales quotidiennes à laquelle on s'adapte, et l'épigénétique participe à cette adaptation. Alors, j'ai dit oui et non. Donc, pour l'instant, j'ai montré des exemples où c'est réversible, mais il y a d'autres cas où ça ne l'est pas. Je vous ai déjà parlé des types cellulaires. Ici, vous avez différents types cellulaires. Vous reconnaissez un neurone, des cellules épithéliales, un épithélium digestif, un globule rouge, une sorte de neurone. Bref, toutes ces cellules ont une identité cellulaire différente, qui produisent des protéines différentes. Donc, elles ont des marques génétiques différentes qui sont localisées de façon différente le long de leur ADN. Et ces marques épigénétiques sont responsables de l'identité cellulaire. Donc, vous comprenez que dans ce cas, la stabilité est absolument nécessaire. C'est-à-dire que, comme l'indiquent les croix ici,
on ne peut pas passer d'un type cellulaire à l'autre. Vous imaginez le problème si tout d'un coup vos neurones se transformaient en globules blancs, par exemple. Donc là, ces marques épigénétiques sont au contraire bien stabilisées, au moins dans les conditions physiologiques normales. Ça peut être des altérations épigénétiques qui peuvent conduire à des problèmes, notamment lors d'un développement d'une tumeur cancéreuse. Voilà, donc la réversibilité, là, n'est pas de mise. Ces marques épigénétiques sont très stables, et heureusement. Alors, poursuivons à nouveau. Il y a l'aspect transmissible. Il est précisé, entre parenthèses, lors des divisions cellulaires. Alors, effectivement, des modifications qui touchent la chromatine, en fait, il y en a tout plein. Mais comment on ne peut pas les qualifier toutes d'épigénétiques. Et un des critères, c'est le fait notamment qu'elles se maintiennent une fois que le signal qui a permis leur dépôt de ces marques, eh bien, qu'elles se maintiennent ce signal une fois disparu. Donc, vous l'avez à gauche, la situation où il y a des marques qui répondent à un stimulus, mais le stimulus disparu, elles disparaissent également. Donc, on ne va pas les qualifier d'épigénétiques, tandis que si elles perdurent alors que le signal a disparu dans la cellule, eh bien, oui, on peut déjà les qualifier d'épigénétiques. Donc, il y a cette notion de subsistance après la disparition d'un signal, donc cette notion de mémoire de l'événement. Et deuxième chose, donc, transmissible à travers la division cellulaire, c'est-à-dire non seulement à l'échelle d'une cellule, c'est stable, mais ensuite, ça peut être lors de la division cellulaire, qui fait qu'une cellule donne 2 cellules, eh bien, ces marques, effectivement, vont se retrouver dans les 2 cellules qui résultent de la division cellulaire. Donc voilà, si on est rigoureux, on va appeler les marques on va qualifier les marques de la chromatine comme épigénétiques, celles qui sont capables à la fois de perdurer alors que le signal a disparu et d'être transmises aux cellules filles, toujours en l'absence du signal. Et donc, c'est absolument, cette transmission des marques épigénétiques au cours des divisions cellulaires est absolument nécessaire au maintien de l'identité cellulaire et fait qu'une cellule donne 2 cellules qui lui ressemblent. Voilà. Donc, c'est absolument, on revient sur le problème de la stabilité des marques épigénétiques. On va finir finalement par le début de la définition. Il y a la définition, il y a le au-dessus d'eux qui correspond au grec ancien, au préfixe épi. Et j'ai mentionné ici, traduire, c'est trahir un peu. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, je vous ai dit qu'il y avait des protéines qui contrôlaient les marques épigénétiques, soit pour les ajouter, soit pour les enlever. Eh bien, ce sont des protéines, donc elles sont spécifiées par des gènes, comme toute protéine. Donc, en fait, il y a d'autres gènes qui produisent des protéines qui ajoutent ou enlèvent les marques épigénétiques. Donc, on arrive au schéma suivant où des gènes codent les protéines qui contrôlent l'expression des gènes. Donc, vous voyez, ça devient un peu plus compliqué. Et donc, il y a des relations réciproques, finalement, entre les gènes, la génétique, et l'épigénétique, le contrôle de l'expression des gènes. Voilà. Donc, du fait de ces relations réciproques entre épigénétique et génétique, finalement, l'acception simpliste de dire que l'épigénétique c'est au-dessus de la génétique n'a pas vraiment lieu d'être. C'est difficile de dire qui est au-dessus, puisque, encore une fois, ce sont des gènes qui contrôlent l'épigénétique, et l'épigénétique contrôle l'expression des gènes. Vous voyez que ça, voilà. Donc il y a une sorte de boucle qui est illustrée ici. Voilà, donc avant d'aborder la deuxième partie, je vais vous relire la phrase, la définition. Donc l'épigénétique, du grec au-dessus d'eux, et de génétique, est la discipline de la biologie qui étudie la nature des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible lors des divisions cellulaires et adaptative l'expression des gènes, sans en changer la séquence nucléotidique. Voilà toute la définition. J'espère que pour ceux qui avaient du mal à lire cette phrase au départ, elle devient un peu plus claire maintenant. Alors, on va aborder le cœur du sujet, savoir si effectivement ces modifications sont transmissibles ou non au travers des générations. Donc voilà, deuxième partie, d'une génération à l'autre, quelle place vraiment a l'épigénétique? Alors là, il y a un challenge pour moi. Effectivement, c'est une réalité complexe. Il est assez difficile, évidemment, d'en faire appréhender les contours aux non spécialistes. Mais c'est vrai d'autres disciplines scientifiques.
ce n'est pas spécifique à l'épigénétique. Et donc, la contrepartie, c'est que pour certains, c'est assez facile d'en abuser hors du cadre de la science. Voilà. Et on l'évoquera, cette notion, dans la troisième partie. Donc là, je vais me contenter de vous donner déjà des éléments de réflexion. Je n'ai pas l'ambition de vous faire tout comprendre là-dessus, c'est compliqué, mais au moins vous faire prendre conscience de cette complexité et vous donner des éléments pour aider à questionner les idées simplistes. Voilà, faire marcher un peu votre esprit critique, voilà, avoir quelques arguments. Alors, d'une génération à l'autre, voilà, ça c'est un schéma où vous avez donc un couple qui va donner naissance à un enfant et il y a un intermédiaire, hein, c'est des cellules sexuelles, ovules et spermatozoïdes, qui vont fusionner pour donner la cellule œuf qui va donner l'enfant. Donc, concernant la transmission héréditaire des gènes via les cellules reproductrices, c'est-à-dire la transmission de l'ADN, une fraction d'ADN parental chez l'enfant, il n'y a pas de problème, c'est le domaine de la génétique, c'est classique. Donc, par contre, se pose la question de savoir si on est capable de transmettre un message épigénétique, c'est-à-dire à nouveau symbolisé par les petites étiquettes sur la chromatine. Est-ce qu'on est capable de transmettre ces modifications particulières d'une génération N à la génération suivante, N+1? Alors, autant la transmission héréditaire des gènes, bon, c'est un acquis depuis pas mal d'années maintenant, donc la génétique, c'est consensuel, et personne ne remet en cause cette notion. Autant la transmission héréditaire de l'expression des gènes, donc qui va faire appel aux données de l'épigénétique, c'est un domaine où il y a encore des discussions. Voilà, ce n'est pas un domaine forcément tout à fait consensuel et où là, il y a encore de la science en train de se faire. Donc, on n'a pas sur un acquis de connaissances forcément tout à fait solide à tous les niveaux. Alors, on connaît beaucoup de choses, attention. Alors, je vais commencer par un exemple. Chez les végétaux, on va balayer un peu le monde vivant, avec l'exemple d'une plante qui s'appelle la linaire commune. Et cette histoire a commencé, en fait, il y a fort longtemps, en 1744, où un botaniste suédois a décrit une forme variante de fleurs d'une plante, de la linaire. Vous voyez, donc, je crois que visuellement, vous voyez assez la différence. C'est assez perceptible. Donc, vous avez la forme classique, et puis donc, il a vu cette forme variante. Et donc, il l'a décrite. Hein. Et donc, ce n'est que plus de 250 ans après qu'on a vu que d'abord, on a compris avec les études génétiques que la forme de la fleur a été contrôlée par un gène important. Et surtout, en 99, donc vous voyez, il n'y a pas si longtemps, que ces deux formes correspondaient à deux états épigénétiques, deux états d'expression différents. À gauche, pour cette forme classique, eh bien, le gène, bon, peu importe son nom, il est exprimé et donc il est responsable de cette forme. Et donc à droite, le gène n'est pas exprimé, il est silencieux. C'est ce qui fait que les fleurs ont cette forme. Et donc, ce qui est responsable ici, c'est qu'il y a la méthylation du gène en question. Alors, on parle d'hérédité, donc effectivement, alors, tout d'abord, on ne sait pas trop, là, il y a eu effectivement quelque chose dans l'environnement, hein, puisque ces plantes ont été décrites d'abord dans la nature. Hein. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas connu. Peut-être maintenant, enfin, moi, je ne suis pas... il n'y a pas si longtemps, le mécanisme qui a conduit à cette transformation n'est pas connu, le stimulus n'est pas connu. Alors, par contre, quand on a croisé, quand on a croisé des plantes avec cette forme de fleur, on a pu voir qu'au fur et à mesure des générations, on pouvait maintenir cette forme différente de fleurs. Donc, la plante transmet, et en fait, la plante transmet les marques épigénétiques portées par son ADN. Hein. Donc, en fait, derrière cette forme de fleur, il y a toujours le fait que le gène en question est silencieux. Et ça se transmet d'une génération à l'autre. Et donc, on peut vraiment parler d'hérédité épigénétique. On a bien transmission d'un état épigénétique d'une génération à l'autre. Je vous juste dis qu'effectivement, on peut, avec des circonstances qui ne sont pas forcément élucidées non plus, on peut revenir à l'état initial, c'est-à-dire ça peut être stable au cours des générations, mais c'est éventuellement réversible. Il y a une certaine plasticité.
et on peut revenir avec un état où, à la faveur d'un événement, on peut revenir sur une plante qui va retrouver, enfin qui va avoir les fleurs classiques. Voilà donc un cas intéressant d'hérédité épigénétique chez les plantes. Changeons d'organisme avec un autre organisme qui a un nom un peu barbare, qui est Caenorhabditis elegans, qui est un petit ver millimétrique que l'on trouve dans les sols. Et donc voilà, ici, dans ce schéma, sont représentées la succession de générations, des parents jusqu'à 3 générations après. Et c'est dans l'expérience que je mentionne ici, soit la génération parentale a été soumise à de la nourriture abondante, soit à un jeûne sévère. Et donc, le jeûne sévère, OK, a produit des effets physiologiques chez la génération concernée, mais il se trouve que quand on a comparé les individus, notamment 3 générations plus tard, eh bien, la descendance de la génération soumise au jeûne sévère a montré une longévité plus longue, ainsi qu'une résistance au stress thermique plus importante. Voilà. Donc, effectivement, il y avait quelque chose qui s'était transmis au cours des générations. Et ça a pu être décrit moléculairement. Donc, ici, il s'agit un nouveau mode de régulation. Je vous ai parlé de la structure, les modifications des histones de la chromatine. Je vous ai parlé de la méthylation de l'ADN. Il y a aussi un autre mécanisme qui sont à la base de ce qu'on appelle des petits ARN non codants. C'est de la même famille que les ARN messagers, ceux qui codent les protéines, mais qui sont plus petits et qui ne codent pas des protéines, mais par contre qui peuvent réguler l'expression des gènes. Eh bien, les scientifiques ont pu voir qu'il y avait accumulation de certains de ces petits ARN à la génération F0 et qu'ensuite c'était transmis d'une génération à l'autre et que c'est ça qui était responsable des effets sur la génération, la 3e génération. Donc, on a bien décrit le mécanisme moléculaire et donc on a bien ici affaire à nouveau à une hérédité épigénétique. Alors, revenons aux abeilles. Revenons aux abeilles, puisque c'est un beau modèle où l'environnement, à travers la nutrition, contrôle un destin épigénétique tout à fait particulier. Juste avec de la gelée royale, vous faites vraiment une transformation assez importante. Eh bien, voilà, posons-nous la question de l'éventuelle hérédité de ça. Donc, pour faire, vous savez que pour faire une nouvelle génération, la reine doit côtoyer quelques faux bourdons, elle va refaire des œufs, et comme vous le savez, eh bien, une reine ne donne pas des reines. C'est-à-dire que l'état épigénétique qui fait que la reine est reine n'est pas transmis à la descendance. On repart à zéro, d'accord? On repart à zéro et on fait des larves qui vont donner tantôt des ouvrières, tantôt des reines, selon le nourriture. Donc, on a ce qu'on appelle une reprogrammation épigénétique. Et donc, l'abeille n'est pas capable, et donc cette grosse influence environnementale sur l'expression des gènes n'est absolument pas transmise à la descendance. Donc voilà un contre-exemple important. Reprenons le schéma des humains. Donc, je vais insister sur une chose, c'est que vous avez donc dans les humains, je vous dis, enfin pas que chez les humains évidemment, vous avez tout plein de tissus qui correspondent à plein de cellules différentes avec des états épigénétiques différents. Et on va passer par une seule cellule et il va falloir recréer, le challenge c'est de recréer cette variété épigénétique, tous ces types cellulaires, dans la nouvelle génération. D'accord? Donc, il faut créer toute cette diversité, tous ces profils épigénétiques. Voilà, donc il y a un petit point d'interrogation ici, comment on fait? Puisqu'on passe par une seule cellule, d'accord? Donc elle ne peut pas avoir tous les types cellulaires dans la même cellule, c'est impossible. Eh bien, la façon dont on procède, c'est qu'on efface tout, presque tout en fait, et on recommence. Donc, ce qui permet, donc le fait qu'on efface les marques épigénétiques, c'est-à-dire on les efface en fait dans les cellules sexuelles et dans l'embryon, qu'on appelle l'embryon précoce. Il y a 2 vagues d'effacement. Et en fait, ça fait que l'information génétique de l'identité, qui fait l'identité de ces cellules, est effacée. Et ce qui permet de reprogrammer, de refaire, là aussi une reprogrammation épigénétique, de reconstruire l'identité épigénétique des cellules.
Donc, vous voyez que c'est quand même cet effacement des marques épigénétiques, ça constitue une véritable barrière à la transmission de marques épigénétiques. D'accord? Voilà. Alors, très bien, OK, mais quand même, est-ce que de l'information épigénétique pourrait échapper à cet effacement et pourrait être transmise entre les générations? En d'autres termes, est-ce qu'une partie du vécu, de l'acquis des parents, peut se transmettre effectivement à la descendance malgré cet effacement? Alors, la réponse a été plutôt oui, un bon temps, au moins dans les médias. Hein. Donc, ça, c'est des titres qui datent d'une dizaine d'années. J'ai pris ici des revues très différentes, hein, puisque vous avez Féminine à main sûre, vous avez Le Monde, vous avez Time. Mais en fait, chacun dit à sa façon la même chose, c'est qu'avec plus ou moins de précautions, si on prend Time, effectivement, la nouvelle science de l'épigénétique révèle comment les choix que vous faites peuvent changer vos gènes, très bien, et ceux de vos enfants. Voilà, il est question dans le monde de changements stables, éventuellement héritables sur plusieurs générations. Donc voilà, donc il y a eu une publicité médiatique sur cette possibilité de transmission épigénétique du vécu. Et bon, effectivement, cet éclairage médiatique n'est pas parti de zéro. Il y a eu des expériences qui leur a permis, qui ont autorisé à avoir ce genre de titre. Et en fait, une des expériences les plus célèbres à l'époque, c'était celle qui concernait, qui datait de quelques années avant d'ailleurs, qui concernait une souris dont on va en reparler. Et là, ici, vous voyez, dans cette revue, c'était, j'ai traduit, hein, l'ADN n'est pas le destin, la nouvelle science de l'épigénétique. Ça fait déjà un bout de temps qu'on en parle. Et les découvertes en épigénétique réécrivent les règles de la maladie, de l'hérédité et de l'identité. Rien que ça. Et donc, une photo à l'appui, hein, c'est juste pour dire que ce qui distingue ces deux souris, en fait, l'une est la mère de l'autre, et vous voyez qu'elles ne se ressemblent pas vraiment, et en fait, il a suffi d'un changement de régime alimentaire pour que des souris, ces souris-là, qu'on appelle les souris agouties, donnent naissance à des jeunes qui diffèrent donc complètement au niveau de leur apparence, et en fait aussi, ça vous ne voyez pas, mais de leur sensibilité aux maladies. Donc évidemment, des choses avec un changement assez radical. Alors, parce que c'est ce genre d'expérience qui a marqué, on comprend l'imaginaire, et donc est-ce qu'il est vraiment question d'hérédité épigénétique? Donc je vais m'attarder un peu sur ce cas, puisqu'il est exemplaire et il permet aussi de souligner certaines difficultés en termes de concept. Donc la souris jaune en question est apparue tout à fait naturellement en 60 dans un élevage américain, une société qui élève des souris. Voilà. Et donc, cette souris, donc, en dehors de la couleur du pelage assez évidente, elle est obèse, elle a du diabète, elle a une susceptibilité particulière au cancer. Donc, elle ne va pas très bien. Et en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Eh bien, en fait, il y a une modification génétique, j'insiste. Et cette modification génétique, c'est en fait l'insertion d'un petit fragment en amont, à proximité d'un gène, donc le gène agouti. D'ailleurs, c'est ce gène. Bon, ce gène, effectivement, peu importe son nom, hein, mais disons que ce gène est responsable de ses caractéristiques. Vous allez voir comment. Donc, il y a eu un événement génétique qui a distingué ces souris brunes de la souris jaune. Donc, l'insertion, on a dans notre génome, notre ADN, des petits morceaux comme ça qui peuvent, de façon très rare, heureusement, se balader dans l'ADN et ça allait s'intégrer un petit peu au hasard dans notre génome. Donc, il y a eu un accident génétique. Voilà. Et la conséquence de cet accident génétique, c'est que cette protéine, la protéine agouti, qui est normalement exprimée à un taux physiologique dans ces souris brunes, est surexprimée. Voilà. En fait, là, on a cette petit morceau d'ADN booste l'expression du gène. Et donc, on surexprime la protéine. Et c'est ce qui est responsable de tout ça, en dehors de tous les effets physiologiques de la souris jaune. Alors, si on revient à ces histoires de régime alimentaire, vous avez la femelle jaune, si on donne un régime normal,
elle va donner ce qu'on appelle un régime normal chez les souris, de laboratoire en tout cas, elle va donner une descendance jaune. Donc, en fait, elles seront épigénétiquement, génétiquement et épigénétiquement identiques. C'est-à-dire qu'elles expriment toujours agouti, surexpriment toujours agouti. Si vous donnez un régime supplémenté, cette fois en acide folique, appelé aussi vitamine B9, eh bien, si vous donnez ce régime à la femelle gestante, hein, donc, qui héberge le petit, eh bien, vous allez avoir plutôt des souris brunes et plus en forme en termes sanitaires. Donc, c'est ça qui a marqué les esprits, c'est qu'effectivement, cette simple supplémentation a permis de gommer en fait les effets néfastes de l'accident génétique. Alors, comment? Ces souris sont génétiquement identiques, hein. Il n'y a pas eu de modification génétique. Par contre, cette fois, il y a une modification épigénétique. C'est qu'en fait, l'acide folique ou vitamine B9 sert à produire des intermédiaires qui vont permettre de méthyler l'ADN. Et donc, vous allez pouvoir méthyler l'ADN, et notamment l'ADN de ce petit élément génétique perturbateur, et le réduire au silence. Donc, vous allez inactiver ce petit élément génétique, et vous avez le gène agouti va pouvoir reprendre sa vitesse de croisière. Voilà. Donc, ces souris sont, je le répète, génétiquement identiques. Elles sont juste issues d'un régime alimentaire différent. Et elles sont épigénétiquement différentes du fait d'un niveau de méthylation différent dans ces souris. Alors, est-ce qu'on peut parler d'hérédité épigénétique pour autant? Il ne faut pas oublier que dans la mère, hein, il y a l'embryon. C'est lui aussi qui a vécu ce régime à travers sa mère. Il a vécu ce régime normal ou supplémentaire. Donc, en fait, on peut faire un parallèle à ce que je vous ai dit pour les abeilles. Hein. Si avec la même larve, on donne du pain d'abeille ou d'un gelée royale, on va avoir une ouvrière, une reine. Eh bien, si on donne à l'embryo, ben là, il est dans une mère. Hein. Il n'est pas dans une cellule de la ruche, mais dans une mère. Eh bien, selon qu'on lui donne un régime normal ou un régime enrichi en acide folique, on va effectivement jouer sur la méthylation des gènes et notamment la méthylation du petit élément génétique qui fait la différence. Voilà, donc en fait, on peut parler tout comme chez l'abeille, on a vu que ce n'était pas transmissible au cours des générations, ben là c'est la même chose, ce n'est pas transmissible au cours des générations, il faut à chaque fois donner le régime. Donc on a une persistance des effets, hein, et persistance du régime alimentaire, mais pas transmission, ce ne sont pas des effets héréditaires. Voilà, et si on veut un équivalent humain, on sait depuis pas mal d'années maintenant que effectivement notre vécu dans la matrice maternelle durant les 9 premiers mois peuvent avoir un impact sur certaines caractéristiques ultérieures de notre vie d'adulte notamment. Bon, c'est schématisé ici, hein, et ce qui était le titre à nouveau de Time, hein, comment les 9 premiers mois nos 9 premiers mois façonnent le reste de notre vie. Et tout ça, c'est un domaine de recherche en activité depuis au moins une vingtaine d'années qui s'intéresse aux origines développementales de la santé et notamment au rôle des modifications épigénétiques qui justement permettraient de mémoriser ce qu'a vécu l'embryon puis le fœtus. Voilà. Mais ici, on n'a pas... La mère, elle, n'a rien transmis, c'est uniquement, toujours, j'insiste, c'est le fœtus qui a vécu des choses qui peuvent persister, éventuellement sous un mode épigénétique, jusqu'au stade adulte. Donc, on a de la persistance, et finalement, je viens de vous dire que ce n'est pas de la transmission, donc est-ce qu'on a des cas où on a des effets héréditaires, où il y a vraiment transmission, donc chez l'humain? Alors, il y a plusieurs, donc chez l'humain, évidemment, vous le savez, on ne fait pas d'expérience, on fait juste des constats, reliés des études observationnelles et sur des cohortes d'individus. Et un des cas les plus souvent cités, c'est pour ça que j'en parle, hein, mais il y en a d'autres, fait référence à un événement un peu dramatique qui a été la famine néerlandaise qui a eu lieu à la fin du deuxième conflit mondial du fait d'un blocus allemand, donc qui a réduit donc toute une population à une famine très sérieuse. Et donc, il y a des scientifiques qui ont étudié un petit peu la descendance des femmes
soit qu'elles étaient enceintes pendant la famine, donc étaient porteuses de leur enfant pendant la famine, soit qu'elles aient conçu après la famine, soit qu'elles aient accouché avant la famine. Donc là, c'est un petit schéma qui récapitule, hein, mais il y a eu plusieurs études. Bon, voilà, c'est juste ces chiffres, je ne connais pas je ne peux pas vous certifier leur valeur, mais c'est juste pour vous dire que ce genre d'étude a permis de voir qu'il y avait, que l'on regarde l'indice de masse corporelle, c'est-à-dire l'adiposité des individus ou la susceptibilité à maladie, ben, il y avait des différences pour les petits-enfants issus des femmes enceintes pendant la famine par rapport aux autres contrôles, hein, de l'utilité des contrôles. Voilà, donc voilà quelque chose qui, de loin, effectivement, ressemble à de l'hérédité épigénétique. Mais peut-on vraiment parler de transmission épigénétique? Ben, les scientifiques enfin, les plus rigoureux en tout cas, disent que ils mettent des critères exigeants avant qu'on puisse parler de transmission épigénétique. En effet, c'est ce que je vous ai dit un petit peu dans la première partie, on s'intéresse à des effets qui ont lieu, qui perdurent après l'arrêt du stimulus qui induit le problème. Donc, si on considère ici les femmes qui ont vécu la famine, eh bien, certes, les mères ont été exposées, mais également, donc c'est des femmes enceintes, hein, mais également leurs fœtus, ainsi que les cellules reproductrices de leur fœtus. Les cellules reproductrices sont évidemment déjà fonctionnelles, en partie enfin déjà installées en tout cas, chez le fœtus. Donc, en toute rigueur, on estime que ces trois éléments, mère, fœtus, cellules reproductrices, ont vécu la famine. Et donc, que ça se répercute sur les trois générations qui correspondent à ces trois niveaux, ces trois poupées russes, en fait, eh bien, ça ne suffit pas pour parler de transmission épigénétique et qu'il faut attendre, effectivement, la quatrième génération qui n'a pas été exploitée du tout, à quelques stades que ce soit, pour éventuellement parler de transmission épigénétique. Voilà, donc on est à ce niveau-là pour dire, et donc en fait il y a peu d'études qui ont vraiment ce niveau disons, d'exigence. Alors, il y a des études, il y en a un paquet, il y en a eu des centaines et des centaines, et donc personne ne peut vraiment les lire, en tout cas pas moi. Et puis, avec un œil critique, donc il y en a, vous voyez, là, il y a une équipe qui s'est cogné le boulot et qui a quand même essayé de faire une évaluation, une méta-analyse sur tout ce qui était, toutes les publications qui se vantaient de parler d'hérédité transgénérationnelle concernant des effets sur la santé, et chez les humains et chez les animaux. Et donc, ils ont essayé d'évaluer, c'est la traduction du titre, hein, évaluer le niveau de preuve et l'état de la science. Donc, cette méta-analyse, ils ont regardé toutes les publications qui avaient cette prétention, et ils ont fait, avec leur équipe, ils ont vu qu'il y avait 257 études qui étaient pertinentes, c'est-à-dire qui rapportent vraiment où on peut parler d'effets transgénérationnels. 46 chez les humains, 200 chez les animaux. Donc, ça fait déjà pas mal. Et elles ont été classées, ces études, par niveau de preuve, par catégorie d'effets sur la santé, par type d'exposition. Donc, en fait, ici, vous avez à gauche tous les événements en termes d'exposition auxquels ont été soumis ou les animaux ou les individus, les humains. C'est très variable, hein, depuis les radiations jusqu'à différents types de régimes, l'exposition à des pesticides ou à des hormones. Et puis, vous avez dans toutes ces études, on a regardé différents paramètres, qu'il s'agisse de reproduction, de mortalité, de différents paramètres physiologiques, du poids corporel, de croissance, voilà, des paramètres neurologiques. Donc voilà, donc ces études ont étudié différentes réponses avec différents stimuli. Et donc, avec des critères assez rigoureux, donc c'est une grosse étude, hein, cette méta-analyse a permis de constater que, effectivement, il y avait une hétérogénéité des résultats, notamment que peu de données qui évaluent la même exposition ont des résultats similaires. Donc, il y a déjà un petit problème. Ils ont identifié des problèmes qui sont liés soit à la conception, soit à la conduite des études, voire même à leur rédaction.
Et donc, cette hétérogénéité et ces biais dans les résultats, en fait, limitent fortement les preuves en faveur d'effets transgénérationnels. C'est en tout cas ce qu'ils concluent. Et donc, toutes les critiques qu'ils ont émises, ils estiment qu'elles sont à prendre en considération pour les données futures, justement pour résoudre ces problèmes d'incohérence entre les résultats et le risque de biais, qui fait qu'on a le résultat alors que, de façon un peu biaisée, avec un résultat éventuellement attendu alors qu'il n'est pas vraiment au rendez-vous. Donc voilà un petit peu un état des lieux général, voilà, parce que je n'ai pas le temps évidemment de faire le tour de la littérature. Donc, pour conclure cette partie, je dirais que l'hérédité épigénétique, il y a des situations variées dans le monde vivant. Vous avez des mécanismes à l'œuvre, vous avez vu que chez les plantes, chez le petit ver, il y a une hérédité épigénétique qui est bien décrite, caractérisée moléculairement. Et je vous ai montré des contre-exemples chez d'autres organismes, comme l'abeille. Et en fait, il y a les mécanismes qui permettent l'hérédité épigénétique chez certains organismes. Ce ne sont pas universels. On ne peut pas transposer, comme certains ont tendance à le faire, ce qu'on observe dans un organisme à n'importe quel autre organisme. Non, il y a bien des choses communes. On a tous les organismes ont le même type de fonctionnement génétique, ont des gènes de l'ADN, mais par contre, concernant les mécanismes épigénétiques et leur éventuel le côté héréditaire, c'est au cas par cas. Voilà. Donc, évitons les transpositions abusives. Alors là, c'est juste, j'ai rajouté une diapositive, je ne l'aurais pas ajoutée il y a 15 jours. Il s'agit, comme vous pouvez voir, justement, c'est nouveau. Donc, pourquoi j'en parle? Donc, c'est qu'une étude, mais bon, c'est une étude qui est parue dans une revue, très renommée, voilà, dans les tops des revues scientifiques en biologie, et provenant d'une équipe de recherche tout à fait renommée également. Donc, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer. Et donc, j'ai appris, et j'ai fait un schéma un petit peu rapide, mais pour vous expliquer quelque chose qui est relativement compliqué. Je ne vais pas m'étendre non plus, mais c'est pour vous dire que je dois en tenir compte néanmoins, puisque je verrai où ça nous mène. Et donc là, il est question de changements épigénétiques qui ont été induits et mémorisés à travers les générations chez les souris. Donc effectivement, ça peut interpeller après ce que je vous ai dit. Donc, très schématiquement, les auteurs ont travaillé sur des cellules souches embryonnaires et ils ont eu un mécanisme génétique, cette fois, pour induire une modification épigénétique, en l'occurrence la méthylation de l'ADN. Donc, en fait, ils ont fait de la haute couture, grâce au fameux ciseau moléculaire, le CRISPR-Cas9, ils ont pu introduire un petit fragment d'ADN de façon précise près d'un gène et induire, peu importe comment ça marche, induire de la méthylation. Et ensuite, ils ont enlevé ce petit morceau d'ADN qui leur a permis d'induire la méthylation. Et en fait, ils ont constaté que la méthylation a été conservée. Pour ça, ils l'avaient déjà décrit il y a longtemps dans une autre publication. Et là, l'étape supplémentaire, c'est qu'ils ont vu qu'ils pouvaient générer à partir de ces cellules souches des animaux et que la modification elle se maintenait et qu'en plus, quand ils faisaient des générations successives, jusqu'à la troisième génération, on pouvait retrouver la même modification qu'ils avaient induite dans les cellules au départ. Je ne rentre pas dans tous les détails expérimentaux, c'est assez compliqué, mais voilà, donc c'est quelque chose évidemment qui interpelle quand on s'intéresse à ça. Les auteurs, ça les interpellait aussi. Je pense que l'étude est valable formellement, il n'y a pas trop de problème avec ça. Par contre, ils ont quand même, c'est dans une situation tout à fait particulière, avec un bricolage génétique à la clé. Donc voilà, ils se posent la question de savoir, les auteurs se posent la question de savoir comment la mémoire d'amélioration d'ADN est assurée au cours des générations. Ils ne le savent pas. Effectivement, ils se posent la question, est-ce que ces résultats qui ont été observés pour ce qu'on appelle, en fait, vous avez vu, je n'en ai pas parlé, mais c'est par rapport à des morceaux d'ADN particuliers qu'on appelle des ELO-CpG. Est-ce que ces résultats sont généralisables à d'autres gènes et surtout dans des conditions naturelles? Parce que là, on est sur certains gènes et avec des conditions tout à fait artificielles. Donc, voilà, je conclue dans cette partie en disant que l'affaire est à suivre. Évidemment, je la suivrai personnellement parce que je vais voir quand même les développements et en quoi ça aura valeur générale ou non, ou ce sera juste une exception.
Voilà, donc, malgré, en dehors de cette donnée, hein, qui est tout à fait récente, hein, donc voilà, encore une fois, je n'en aurais pas parlé il y a 15 jours, donc malgré le peu de données scientifiques en faveur d'une hérédité épigénétique, on n'a pas attendu ce dernier résultat pour que l'idée que chez l'homme, l'hérédité ne se limite pas aux gènes est devenue très très populaire. Alors évidemment, c'est une idée séduisante, ayant la traîne de nouveautés, et pour certains, c'était vraiment, vraiment tentant de prendre quelques libertés avec les faits. Hein. La science, vue de loin, dit ça, et donc finalement, je vais être beaucoup plus affirmatif, et je vais pouvoir tirer des interprétations simples, mais qui peuvent s'avérer fausses, à partir d'une réalité qui, je l'espère, dont je vous ai convaincu qu'elle était complexe. Voilà. Donc, il y a un chemin court avec des réponses simples mais fausses qui amènent finalement à avoir des idées un peu de fausses idées. Hein. Et puis, il y a le chemin que tout le monde ne veut pas emprunter. Vous voyez qu'il y a beaucoup moins de participants pour emprunter un peu tortué pour acquérir des réponses relativement correctes en affrontant cette complexité. Alors, dernière partie, l'épigénétique et l'hérédité chez l'homme. Donc, j'ai parlé du au-delà de la science. Et donc, en prenant l'exemple de la psychogénéalogie. Alors, qu'est-ce que c'est la psychogénéalogie? C'est une pratique thérapeutique d'inspiration psychanalytique qui consiste à rechercher dans les événements vécus par nos ascendants la source de nos troubles psychologiques et de nos maladies. Donc, je vais être très court pour ça. Hein. Il y a une femme à l'origine et un livre fondateur. La femme, c'est Anne-Ancelin Schutzenberger, et le livre, c'est Almédailleux, qui développe les concepts derrière cette pratique. Donc, cette pratique, allons directement, cette pratique n'est pas valide selon les critères scientifiques en tout cas, et je renvoie justement pour avoir une démonstration relativement fouillée et minutieuse après une enquête vraiment très, très, très importante. Je vous renvoie à la lecture d'un ouvrage qui est sorti il y a quelques mois, Les illusions de la psychogénéalogie de Nicolas Gaillard. Voilà, donc effectivement, cet ouvrage peut vous convaincre. Il a vraiment décortiqué tout ce qui était derrière la psychogénéalogie pour montrer qu'effectivement, pour l'invalider, en tout cas selon des critères rationnels, scientifiques. Donc, néanmoins, cette pratique est toujours en quête de légitimation scientifique, et c'est là qu'intervient l'épigénétique, puisque, je ne vais pas dire tout ça, je vais juste dire que depuis quelques années, à travers des ouvrages, des articles de magazines ou des blogs, certains, je contentais juste de lire ce qui a été souligné ici, dans ce blog, que effectivement la psychogénéalogie aurait gagné ses lettres de noblesse, enfin, avec des preuves solides dans l'épigénétique. Donc voilà. Il y a aussi, vous pouvez trouver des vidéos. Vous avez ici une pratiquante de la psychogénéalogie qui interviewe un docteur en biochimie et chercheur en biologie moléculaire. Donc ça fait bien. Hein. Vous avez ce monsieur Natalio Vita qui en fait travaille dans l'industrie pharmaceutique, qui est vraiment un spécialiste de l'épigénétique. Mais enfin bon, ça donne du crédit effectivement à le titre de cette vidéo qui est de la science à la psychogénéalogie, avec le rôle de l'épigénétique. Vous avez aussi des gens comme, j'en parle parce qu'elle est très visible médiatiquement, comme Natacha Calestrémé, qui est auteur d'ouvrages à succès sur le développement personnel. Et lors de cette interview avec Jean-Marc Morandini pour présenter son dernier bouquin, elle dit bien, en fait, l'épigénétique montre combien on peut hériter d'une épreuve de nos parents, de nos grands-parents, que ça s'inscrit dans nos gènes, que nos gènes sont transformés, on va hériter. On porte une épreuve qui n'avait pas été réglée par nos parents ou nos grands-parents et nous a été transmise malgré nous. L'épigénétique le montre, c'est scientifique. Voilà. Sur le plan psychologique, on parle de transgénérationnel. Donc voilà, donc il y a un appel à la science. Voilà.
Alors, cet appel à la science, vous voulez dire, là aussi, ils ont trouvé des exemples, hein, et notamment, l'exemple dont je vais parler, c'est la transmission héréditaire des traumatismes, parce qu'elle a été vendue comme la transmission héréditaire et des traumatismes, avec le cas exemplaire de la Shoah. Donc là aussi, il y a eu plein de, il y a moins de 10 ans, hein, il y a eu plein de titres, je ne vais pas rentrer dans les détails, qui relayait le fait que le traumatisme de la Shoah pouvait se transmettre d'une génération à l'autre, et donc que c'était suggéré par des travaux scientifiques. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qu'effectivement, il y avait transmission de certaines caractéristiques épigénétiques qui pouvaient expliquer que face à l'observation du risque de développer anxiété et dépression chez les enfants des survivants de la Shoah, eh bien, il y avait une corrélation, c'est-à-dire qu'on trouve des modifications épigénétiques qui concernent des gènes impliqués dans la réponse au stress. Donc, ça suggérait qu'éventuellement, il y avait une transmission épigénétique. Ah oui, je reviens sur les articles que je vous ai montrés avant, parce qu'en fait, vous voyez que c'est pour juste vous souligner une déformation assez courante des médias. Hein. Dans certains articles, ils ont titré génétiquement. L'épigénétique est passée à l'as. Hein. Donc, on est passé carrément de l'épigénétique au génétique, ce qui n'est quand même pas la même chose. Bon, et donc, en fait, il y a eu une vague médiatique un peu sensationnel, et après est venu le temps des critiques, comme toujours après la vague, il y a des critiques qui se font sentir. Eh bien, voilà, donc il y a eu d'autres médias qui ont relayé les témoignages de certains scientifiques qui avaient des doutes sur ça, et qui soulignaient qu'en fait, ces résultats étaient surinterprétés en faveur d'un mécanisme épigénétique. Et ils ont souligné différents problèmes. Je vais juste m'intéresser aux deux derniers. C'est qu'il ne faut pas oublier évidemment la transmission culturelle. C'est le fait que les enfants des survivants de la Shoah, leur enfance ont été accompagnés éventuellement d'une atmosphère stressante. C'est avéré pour certains, hein, avec des émotions mal maîtrisées des parents, l'évocation de souvenirs un peu terrifiants, voilà, et qu'on peut éventuellement envisager une relation causale inverse, que c'est le stress des enfants qui est la cause des modifications épigénétiques qu'on retrouve chez eux. Donc, je vais juste développer ce point, l'illustrer pour bien vous le faire comprendre. Donc, vous avez une génération N et une génération N plus 1. La génération N, les survivants de la Shoah, en l'occurrence, ils ont subi un trauma important. Et, voilà. Et puis, vous avez des enfants qui développent anxiété et dépression. Et il se trouve que, on trouve, alors, en l'occurrence, ça a été analysé dans les cellules sanguines, on ne peut pas être trop invasif. On voit des modifications épigénétiques dans des gènes qui sont liés à la réponse au stress. Et donc, on trouve des modifications épigénétiques similaires dans les parents et les enfants. Donc, corrélation, hein, une corrélation entre modification épigénétique et un problème psychologique. Qu'est-ce qui est véritablement transmis d'une génération à l'autre? Est-ce qu'il y a les questions d'hérédité épigénétique? Donc, effectivement, si on s'en veut, si on fait référence à l'interprétation que j'ai qualifiée de sexy de l'hérédité épigénétique, allons voir jusqu'où ça nous emmène. C'est-à-dire qu'il faut envisager que, donc, vous conviendrez comme moi que c'est avant tout un problème psychique, hein, donc c'est les cellules du cerveau qui sont concernées. Donc, il faut imaginer qu'il y a une modification épigénétique qui concerne les cellules du cerveau, qu'il y aurait une modification épigénétique équivalente dans les cellules reproductrices. Bon, ici, il s'agit d'un homme, donc les spermatozoïdes. Donc là, déjà, la question de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'on reproduit les mêmes modifications dans toutes les cellules, et surtout les cellules reproductrices? Et surtout, est-ce qu'elles passent cette reprogrammation épigénétique, hein, cet effacement général que subit les cellules reproductrices et l'embryon précoce? Et ensuite, il faut imaginer que ces modifications génétiques, si elles passent à travers, doivent se retrouver quelque part à un moment dans l'organisme en construction jusqu'à affecter les cellules du cerveau de la génération N plus 1. Donc, vous voyez, si on se penche un peu là-dessus, vous voyez qu'il y a plein d'étapes, et encore, je n'ai pas tout noté, qui vont d'un cerveau à l'autre, d'un cerveau N à un cerveau N plus 1, et finalement, il y a beaucoup de questions qui sont actuellement sans réponse. Donc, c'est une hypothèse, c'est une interprétation sexy, mais qui demande beaucoup d'hypothèses, finalement. Donc, l'hypothèse, à contrario, l'hypothèse la plus simple,
c'est que c'est essentiellement les interactions sociales entre les deux générations qui sont responsables de la transmission du problème. D'accord? Et donc, il est facile d'imaginer que le comportement de la génération N puisse influencer la génération N+1 et éventuellement produire anxiété et dépression. Et donc, j'ai parlé de cette relation causale inverse, c'est qu'effectivement, c'est le trauma qui est si responsable des modifications épigénétiques qu'on retrouve dans les cellules sanguines, et c'est l'anxiété et dépression qui est responsable de modifications épigénétiques qu'on retrouve dans les cellules sanguines. Donc, au niveau de la deuxième génération, ce n'est pas le fait qu'elles ont hérité de modifications épigénétiques qui rend ces personnes susceptibles à l'anxiété et à la dépression, mais c'est parce qu'elles sont anxieuses et dépressives, du fait des interactions sociales, que ça induit des modifications épigénétiques. J'espère que vous comprenez bien la nuance. Et donc, avec les données actuelles de l'épigénétique, en fait, c'est l'interprétation. Je dis bien avec les données actuelles, cette interprétation est beaucoup moins coûteuse en hypothèse et doit vraiment être considérée pour expliquer les résultats. Donc, quelques diapos pour finir. Je suis généreux et je dis, allez, admettons que la transmission épigénétique d'expériences traumatisantes se fasse. Voilà. Est-ce que ça valide pour autant la psychogénéalogie? Est-ce que ça valide que, comme l'a dit Nicolas Abraham, qu'à la troisième génération, le fantôme sort de la crypte et s'exprime par des maladies? Hein, ils ont un vocabulaire un peu particulier, les psychogénéalogistes. Voilà, c'est ce que j'ai schématisé ici. Vous voyez, un trauma originel, voilà. Il y a un mal-être 3 générations plus tard. Allons plus loin. Allons plus loin, c'est-à-dire considérons qu'il y a d'autres générations entre les générations. Et ces générations intermédiaires, eh ben, éventuellement, elles ont un vécu fort différent de la génération incriminée. Donc, il s'agit quand même d'expliquer comment les marques épigénétiques produites à la génération N-3 traversent les générations et il n'y a pas d'influence des événements des générations intermédiaires. D'accord? Donc voilà, ça déjà, ça pose une question, ça pose un problème. Et ensuite, si on considère l'ensemble de l'arbre généalogique ascendant, les choses se compliquent singulièrement, hein, puisque si on a 2 parents, on a 4 grands-parents et on a 8 arrière-grands-parents. Donc voilà, tout ça converge, tout ça on transmet des gènes, et si on transmet de l'épigénétique, vous voyez que ça va devenir compliqué, et je laisse à chacun déterminer quel va être le petit visage du petit personnage ici. Voilà, donc finalement, la psychogénéalogie cherche des justifications scientifiques, finalement assez peu compatibles avec ses présupposés. Malgré tout, pendant ce temps, la psychogénéalogie était prête à recevoir le soutien de l'audiovisuel public. Il y a une émission que vous avez failli voir la dernière sur France 2, où il était question d'héritage à nouveau, psychogénéalogique, pour expliquer en fait l'endométriose. L'endométriose en fait étant vue par un problème psychique qui serait causé par la culpabilité liée aux fausses couches qu'aurait subi grand-mère ou arrière-grand-mère. Donc évidemment, les associations qui s'occupent de la prise en charge médicale des femmes avec endométriose, mais aussi les scientifiques, ont dénoncé le discours de cet invité, encore Natacha Castrémé, et ça fait que finalement cette émission a été déprogrammée, heureusement, mais vous voyez que en fait elle était déprogrammée parce qu'ils avaient déjà. Pourquoi elle était déprogrammée? Parce qu'ils avaient envoyé ils avaient diffusé un petit extrait, et c'était ce petit extrait qui a mis le feu aux poudres de la réaction, et France 2 finalement a décidé de déprogrammer les émissions. Mais vous voyez que ça pourrait aller très loin avec des émissions qui ont des audiences quotidiennes importantes, hein, comme ça commence aujourd'hui, plus d'1 million de téléspectateurs quotidiens. Voilà, je finis ici donc pour dire que hérédité et épigénétique, vous l'aurez compris, c'est des relations complexes, il y a un cadre défini par la science, et que quand on s'échappe, on va dans la jungle des interprétations simplistes, et dans ce qu'on appelle aussi la jungle des pseudosciences. Voilà. Et donc, voilà. Et donc, juste pour vous dire quand même que les pouvoirs supposés de l'épigénétique sont d'exploitation commerciale encore de beaux jours devant elle. Et effectivement, vous voyez, ça c'est la principale société de thalassothérapie française qui proposait une nouveauté, une cure épigénétique
ceci avec un certain coût, ceci pour exprimer au mieux votre héritage génétique. Voilà aussi une des récupérations des biais simplistes à propos de l'épigénétique. Voilà, j'en finis ici avec l'ouvrage que j'ai écrit, qui est apparu il y a un peu moins d'un an maintenant, dans la collection Bookie Book, qui a été mentionnée par Anthony dans son introduction, et où je développe un peu plus tous ces aspects. Voilà, je vous remercie. Ok, merci. C'est un peu long. Non, c'est pas grave, c'était passionnant. Donc on a des questions, effectivement. Je te laisse piocher. Je les prends dans l'ordre, je vois si je suis apte à y répondre. Alors, quid de l'aspect héréditaire des modifications d'expression par rapport au rythme circadien, par exemple le travail de nuit, quel impact? Alors, oui, alors effectivement, le travail de nuit, on sait que ça a des impacts sanitaires. Voilà, avec la susceptibilité à développer telle ou telle maladie, notamment éventuellement le cancer. Bon, c'est des impacts qui sont éventuellement limités, mais il y a des impacts quantifiés néanmoins. Alors, est-ce que ça serait héréditaire? J'ai envie de dire non, parce que tout ça, vous n'héritez pas de l'horloge. Vous héritez bien des gènes qui vont contrôler l'horloge épigénétique impliquée dans le rythme circadien, mais vous allez repartir à zéro. D'ailleurs, on sait que cet entraînement de l'horloge, il se fait grâce à l'alternance jour-nuit. Il y a une réponse de l'organisme en fonction de l'environnement. C'est bien le jour, la perception du jour et de la nuit qui fait qu'on a ce rythme circadien. D'ailleurs, il est largement perturbé, vous savez, dans ces expériences où les gens étaient isolés dans une grotte pendant un X temps. Et effectivement, il y a un décalage biologique et qui se traduit aussi par un décalage au niveau de leur rythme circadien. Donc, je ne pense pas qu'en dehors de... Alors, par contre, si vous avez, pour des raisons génétiques, un rythme circadien un peu différent, perturbé ou différent de la moyenne, vous pouvez effectivement transmettre ces gènes et éventuellement cette perturbation peut être transmise à la descendance, mais sur un mode génétique. Par contre, voilà, on a bien un redémarrage des horloges épigénétiques, de l'horloge circadienne à chaque génération. Voilà, bon, j'espère que j'ai bien compris. Donc, épigénétique égale néolarmatisme. Alors oui, d'une certaine façon, oui. D'une certaine façon. Bon, parce que le néolarmarquisme, donc ça, juste pour ceux qui ne connaîtraient pas trop la marque, c'est c'est le premier qui a vraiment formulé une théorie bien pensée sur l'évolution des organismes vivants, ce qu'on appelait le transformisme, et qui fait qu'effectivement, qui est expliqué par l'évolution par modification au cours des générations pour expliquer la filiation entre les espèces vivantes. Et effectivement, il était... Alors, on est au début du 19e siècle, dans les années 1800, avec ses moyens à l'époque. Il effectivement il imaginait que l'expérience d'un organisme pouvait être transmise à la descendance. Et c'est le fameux exemple repris à volonté, du cou de la girafe, c'est-à-dire que l'allongement du cou de la girafe, il y avait des girafes avec des coups relativement courts, et c'est le fait qu'elles essayent d'atteindre les feuilles les plus haut placées dans les arbres, qui a eu cet effet à une génération N d'allonger un petit peu le cou dans une première génération, et c'était transmissible à la descendance, qui avait un cou un peu plus long, et ainsi de suite. D'accord ? Donc, ça a expliqué l'évolution des organismes, les évolutions morphologiques des organismes. Donc, effectivement, derrière, il y a les transmissions de l'expérience parentale.
Donc, voilà, donc ce que je vous ai dit, effectivement, traduit en des termes épigénétiques, oui, il y a des expériences, c'est clair chez certains organismes, il y a effectivement des événements qui concernent une génération qui peuvent être transmis, qui vont avoir des répercussions sur la physiologie des générations plus tard. Donc, de ce point de vue-là, on peut appeler ça de loin du néo-lamarckisme. Je dirais de loin, parce que le lamarckisme appliqué allait beaucoup plus loin que ça. Alors, la souris agoutie. Sait-on quelle erreur génétique a été la cause de l'expression du gène menant à la... Oui, alors, je l'ai mentionné, mais c'est vrai que c'est assez compliqué. En fait, l'erreur génétique, c'est cette insertion de ce qu'on appelle un transposon. Donc, en fait, dans notre ADN, on a plein de séquences de gènes qui correspondent à éventuellement à des anciens virus d'ailleurs, et qui ont cette capacité, ces fragments de gènes ont une capacité, parce qu'ils codent pour des protéines qui le permettent de le faire, ont cette capacité à bouger, à sauter d'un endroit à l'autre dans l'ADN de notre génome, de notre patrimoine génétique. Alors ça, c'est très contrôlé, hein. Évidemment, si ça se faisait de façon incontrôlée, on ne serait pas là pour en parler. Notre génome est suffisamment stable, mais de temps en temps, ça échappe. Il y a un événement donc de relocalisation d'un petit morceau de gène, comme ça, de ces transposons. Et en fait, c'est ça l'erreur génétique qui a donné naissance à la souris agoutie. C'est-à-dire que dans la génération d'avant, il y a eu un problème dans une cellule sexuelle où il y a un petit transposon qui est venu s'installer près du gène agouti. Et c'est ce qui a perturbé, par des mécanismes qui ne sont pas simples à expliquer comme ça, en tout cas on les connaît, qui ont perturbé l'expression du gène qui n'était pas très loin, qui est le gène agouti. Et juste en perturbant, d'ailleurs, j'insiste, hein, c'est juste en perturbant. Donc, il n'y a pas une mutation du gène agouti. Le gène agouti est le même, il produit la même protéine. Par contre, c'est son niveau d'expression, c'est-à-dire la quantité de protéine agouti qui est produite, qui est contrôlée indirectement par ce petit morceau de gène qui est venu se greffer à proximité. Donc, c'est un événement génétique. Et après, on a vu que par des modifications épigénétiques, on peut contrôler également ce petit élément à proximité du gène et retrouver l'expression normale du gène agouti. Alors, on ne s'appuie que sur des exemples liés à la grossesse. Ah oui, quid d'une hérédité par le père? Non, 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 il y a eu plein justement parce que ça a été argumenté pour dire qu'effectivement, effectivement, il était facile de concevoir qu'on touchait à la génération d'après avec soit des femelles gestantes, s'il s'agit d'animaux, soit des femmes enceintes. Et donc, il y a le père. Donc, il y a des études aussi qui montrent que, effectivement, le vécu du père peut avoir une influence. Mais là aussi, et via éventuellement les gamètes produits par le père, c'est-à-dire les spermatozoïdes. Alors, il y a eu des expériences qui étaient faites, plus ou moins contrôlées. Donc, ça fait partie des expériences qui ont été critiquées ensuite, hein, mais il y a pas mal d'expériences qui ont montré ça. En général, c'est des expériences qui ne font pas forcément appel à l'hérédité épigénétique, c'est-à-dire qui passent plusieurs générations. C'est-à-dire qu'on est d'une génération à l'autre, et quand on touche la spermatogenèse paternelle, eh bien, on peut avoir des effets sur la descendance. Mais au sens strict, on ne parlera pas d'hérédité épigénétique pour les raisons que j'ai un peu exposées au cours de ma conférence. Voilà, donc ça a été regardé effectivement pour voir la composante paternelle effectivement. Alors il y a effectivement de la littérature qui dit que oui, ça marche avec des études plus ou moins poussées, et voilà. Mais bon, en termes de mécanisme encore, il y a moi et d'autres scientifiques, on attend d'avoir des mécanismes moléculaires qui nous permettraient de dire oui, il y a une hérédité épigénétique et que ce n'est pas autre chose qui se passe. À propos du scandale de Dépakine, oui, oui, ça a été même avant le scandale de Dépakine, il y a un autre scandale qui est celui du Distilbène,
Donc, effectivement, il y a des effets qui ont été vus sur du distilbène à travers les générations. Je crois donc qu'on a vu des effets. Alors, il concernait justement des femmes enceintes, puisque c'est les femmes enceintes qui prenaient justement le distilbène. Donc, on a vu des effets sur la génération d'après et sur les petits-enfants. Donc, mais je ne sais pas, il faudra que je réactualise à ce niveau-là. Quand j'avais regardé, il n'y avait toujours pas d'effet statistique décrit dans la génération d'après. Ah oui, je voulais juste dire que la dépakine, c'est justement une molécule qui joue sur l'épigénétique, hein, d'ailleurs, sur des mécanismes épigénétiques. C'est ça qui est intéressant. Donc, voilà. Alors, et l'hérédité épigénétique pourrait-elle contribuer à l'adaptation des plantes ou d'animaux au réchauffement climatique? Si oui, a-t-on des exemples? Des recherches en ce sens sont-elles conduites? Alors, les réponses sont oui, à tous les niveaux. Alors là, par contre, je ne suis pas du tout au courant de tout ce qui se fait, mais évidemment, bon, je donnais juste l'exemple qui est un peu parlant. Par exemple, la détermination du sexe chez certains reptiles, crocodiliens ou tortues, chez certains poissons, est sensible à la température. C'est-à-dire que selon la température d'incubation de l'embryon, on va aboutir à soit des femelles, soit des mâles. Donc, on imagine assez facilement qu'une augmentation conséquente de la température, qu'on parle du réchauffement climatique, va avoir des impacts sur le sexe ratio de ces espèces. Et de façon plus large, effectivement, on peut fatalement imaginer, et ça a été montré dans des conditions expérimentales, hein, mais les conditions, il n'y a pas de raison de penser que c'est différent dans les conditions naturelles, qu'effectivement, les plantes répondent à l'environnement, et notamment par les plantes ou les animaux répondent à l'environnement par des mécanismes épigénétiques. Alors après, c'est la question de savoir si là-dedans, ces mécanismes de réponse sont transmis à la descendance ou non. Dans le cas des plantes, ça peut l'être, comme j'ai indiqué. Dans le cas des animaux, ça dépendra des animaux auxquels on fait, qu'on étudie. Voilà. Et des recherches en ce sens sont conduites, oui. Oui, j'ai vu que tout ce qui est l'épigénétique dit environnemental, depuis quelques années, se développe, donc avec cette question de justement de l'impact de l'épigénétique sur les plantes, notamment on concerne évidemment aux plantes qui nous alimentent, hein, toutes ces plantes-là donc vous savez que le changement climatique qui a des impacts sur les plantes, et donc évidemment il y a des aspects épigénétiques qui sont à prendre en considération, et il y a effectivement des scientifiques qui étudient les conséquences en termes épigénétiques de cette réponse environnementale. Donc évidemment, ça va avoir des conséquences éventuellement pour adapter au mieux, pour s'adapter justement au changement climatique, puisque ça pourrait être une des réponses qu'apportera la science éventuellement, si on peut comprendre les mécanismes épigénétiques qui permettent aux plantes de s'adapter au mieux au changement. Voilà. Ouh là là, est-ce que l'homosexualité pourrait être due à une modification hormonale pendant la grossesse de la mère qui a subi un stress? Là, c'est une question un peu compliquée et je ne peux pas y répondre formellement. Voilà. Là encore, non, je ne vais pas trop y répondre parce que ce n'est pas mon domaine, et puis c'est un domaine, je ne voudrais pas dire des choses qui ne seraient pas avérées, juste dire que l'implication des conditions hormonales, oui, il y a sans doute, ça je ne me lance pas trop, qu'il y a des histoires de composition hormonale qui peuvent influencer, oui. Après, est-ce que ça peut être lié en conséquence d'un stress subi, soit pendant la grossesse, soit pendant l'enfance? Je botte en touche. Je ne sais pas si c'était regardé formellement, et en tout cas, je ne connais pas la réponse. Désolé.
L'épigénétique peut aider à lutter contre certains virus. Euh, alors, oui, mais c'est pas éventuellement, parce que certains virus, en fait, si vous voulez, il y a des virus, alors c'est pas le cas forcément de tous les virus, mais il y a des virus qui, finalement, leur génome adopte une structure de type chromatine, une fois qu'ils sont dans la cellule. Donc, on peut imaginer, envisager que si on perturbe cette structure chromatinienne, on va perturber l'expression des gènes du virus. C'est formellement envisageable. Mais je voudrais signaler à ce niveau-là que, puisque je viens de l'évoquer, il y a des molécules, voilà, des dépakine en est une. Enfin, la dépakine, c'est le nom de marque, mais la molécule qui est derrière la dépakine, c'est quelque chose qui peut affecter les marques épigénétiques. Donc, il y a plein de molécules qui peuvent toucher les marques épigénétiques. La grande limite, et d'ailleurs on y pense pour traiter certaines pathologies, qu'elles soient de type neuronal ou même le cancer, ça a été envisagé, ce qu'on appelle les épimédicaments, qui sont parfois testés. Le grand problème, enfin, disons la grande limitation, c'est que ces molécules ne sont pas spécifiques, c'est-à-dire que vous allez toucher, si vous touchez par exemple la méthylation d'ADN, vous voulez éteindre ou allumer un gène pour contrecarrer un défaut, eh bien, vous n'allez pas toucher spécifiquement ce gène. D'accord? C'est-à-dire que ces molécules vont toucher la méthylation de tout notre ADN, et avoir des conséquences pas forcément souhaitées. Donc, il y a ce qu'on cible et ce qu'on ne cible pas. Alors, la nouveauté, c'est quand même éventuellement donc, vous avez entendu parler des ciseaux moléculaires, je l'ai évoqué, un CRISPR-Cas9. Donc, si on prend ces ciseaux en les rendant inactifs, c'est-à-dire en les rendant inactifs, c'est-à-dire inaptes à couper le génome. Par contre, on peut utiliser dans cette petite machine moléculaire le côté qui peuvent aller cibler spécifiquement le génome. Donc, on peut coupler, et ça se fait d'ailleurs, et ça s'est fait et ça se fera encore, on peut coupler à cette machinerie une petite molécule qui va pouvoir modifier le génome de façon épigénétique. Donc, vous imaginez, on utilise CRISPR-Cas9, des ciseaux, mais qui n'arrivent pas à couper, juste pour aller cibler un endroit particulier du génome, ce gène-là et pas un autre, et on l'adjoint, on a greffé une autre protéine qui est capable, par exemple, de méthyler l'ADN à proximité ou de modifier les histones à proximité. Donc, avec cette technologie, et je sais qu'il y a des études dans ce sens, on peut espérer modifier de façon ciblée et sur un mode épigénétique l'expression de gènes. Par exemple, si vous avez un gène qui est malheureusement silencieux, qui est utile, on peut éventuellement espérer le réactiver. D'accord? Donc, ça serait une thérapie non pas génétique, mais une thérapie épigénétique. Donc là, on en est au balbutiement, mais voilà, c'est tout à fait envisageable. L'avenir le dira si cette voie qui peut être prometteuse sur le papier au moins, s'avère raisonnable dans le futur et applicable et amènera à de nouvelles thérapeutiques. Donc, si je résume, à l'état adulte, pas de modification de l'expression des gènes type épigénétique, pas d'effet Hulk ou Spiderman. Oui, alors oui, parce qu'effectivement, il y a toute une littérature grand public où les titres devenez maître de vos gènes. Donc ça veut dire, alors certains gourous, parce qu'il y a aussi un peu de tout dans le monde des gens qui utilisent l'épigénétique à travers. Il y a des gourous un peu dans le bien-être qui vous disent, bah voilà, enfin la science vous montre qu'on peut maîtriser ces gènes. Donc maîtriser ces gènes, ça veut dire pour en faire le meilleur usage. Donc, la limitation est la même que ce que je viens de dire pour les épimédicaments. Vous n'avez pas de moyen vous-même de toucher spécifiquement un gène, d'accord, de toucher, d'exprimer un gène ou voilà. Parmi tous les milliers, on a à peu près 20 000 gènes. Comment cibler, par quel mécanisme pourrions-nous cibler tel ou tel gène? Ça, c'est du domaine de la science-fiction. Et donc, voilà, se transformer, c'est-à-dire, par exemple, juste en modifiant les gènes, devenir un super humain, non.
Par contre, oui, ça m'évoque, ça me traverse la tête, c'est que il y en a qui pensent éventuellement aussi, on peut penser qu'on pourra quand même doper, pourquoi pas, avec ce que je vais te dire, si on peut modifier en ciblant avec CRISPR-Cas9, si on cible le gène de l'érythropoïétine, par exemple, eh bien, si on l'active par des moyens épigénétiques, voilà, on pourrait effectivement quand même faire des choses, hein. Il y a quand même des choses qui seront envisageables. Donc, éventuellement, ceux qui s'occupent d'antidopage auront encore de nouvelles techniques pour déceler ce genre de choses dans l'avenir. Alors, le réchauffement oui, climatique peut-être une cause de modification. Oui, oui, je l'ai dit dans une question précédente, tout à fait. Hein, encore, en fait, nous sommes en réponse perpétuelle à notre environnement. J'ai parlé du rythme circadien, mais il y a plein d'autres choses qui fait qu'on répond, on s'adapte, et l'adaptation à l'environnement, ça passe par les modifications dans l'expression de nos gènes. Donc, si vous changez le climat, oui, voilà. Mais la grande question, c'est de savoir, effectivement, parce que là, je suis dans le cadre de l'hérédité, c'est est-ce que ces modifications épigénétiques sont transmissibles à la génération suivante, d'accord? C'est ça la grande question. Alors, je dirais oui pour certains organismes et pas forcément pour d'autres. Et voilà. Et sachez que là, quand même, l'adaptation à long terme, eh bien, ça passe par des moyens génétiques. C'est une sélection finalement de type darwinienne, hein. C'est le fait que nous sommes tous différents génétiquement et que finalement, eh bien, l'environnement va sélectionner les plus aptes à se reproduire. C'est-à-dire que si parmi nous, il y en a qui sont thermosensibles, qui ne peuvent pas survivre trop bien, qui vivent mal le réchauffement climatique, eh bien, ils vont moins se reproduire et juste par un phénomène de changement génétique, la population va évoluer pour sélectionner les éléments parmi nous qui seront le plus résistants et donc finalement transformer génétiquement au cours des générations la population humaine, éventuellement. Mais plus par des mécanismes génétiques, en tout cas pour ce qu'on connaît, que par des mécanismes épigénétiques. Ah bah oui, ça fait effectivement. Ça, en fait, c'est une question largement débattue. Là, je suis pas spécialiste, donc tout ça, vous voyez, derrière toutes ces questions, il faudra avoir d'autres spécialistes parce que c'est des questions ardues, hein. L'épigénétique dans l'évolution, encore une fois, oui, c'est sûr que ça peut être le cas pour certains organismes. Et je ne pense pas que ce soit le cas pour tous les organismes, et notamment en l'occurrence les mammifères, dont l'homme. Alors l'épigénétique peut-elle basculer dans la génétique basique? Bon. Je peux juste dire qu'effectivement, l'épigénétique, ça permet de s'adapter sur le court terme, et la génétique, ça permet de s'adapter sur le long terme. Mais l'avantage de l'épigénétique, vous voyez, c'est que vous adaptez à l'environnement, mais imaginez que la génération d'après, ils n'ont plus le même environnement. Donc, très bien, on retourne à l'état antérieur, ce côté adaptabilité. On peut éventuellement envisager que la génétique prenne le relais de la génétique. Voilà. Mais tout ça, c'est des questions très complexes, hein. Il faudrait vraiment d'abord un spécialiste. Voilà, donc je dis des choses très, très générales, mais voilà. Encore une fois, c'est des choses qui demandent des compétences très pointues là-dedans. Il y a de fortes variabilités des expressions génétiques d'une espèce à l'autre, voire des espèces où il n'y a pas ou presque pas d'épigénétique. Alors, des espèces où il n'y a pas d'épigénétique, bon, moi, je travaille sur la levure, hein, d'accord, Saccharomyces cerevisiae, bon, il y a qui est très éloigné quand même de l'humain. Il y a des mécanismes épigénétiques tout à fait décrits chez la levure et qui ne sont pas forcément les mêmes, voilà, qui sont en partie les mêmes chez l'humain, mais en partie non. Donc voilà, c'est du cas par cas. Est-ce qu'il y a des fortes variabilités d'expression épigénétique d'une espèce à l'autre? Pas forcément. Pas forcément. Pour des espèces qui se ressemblent, ça veut dire que les espèces qui se ressemblent, elles ont à peu près les mêmes gènes et elles vont les exprimer. Et si elles se ressemblent, c'est parce qu'elles expriment à peu près les gènes de la même façon. Pour faire un organisme, pour construire un organisme, on dépend de gènes et donc de l'expression de ces gènes. Donc, si on a des organismes proches, on va avoir des gènes proches et des épigénomes proches, on va avoir des expressions génétiques proches. Et plus on s'éloigne, évidemment, plus
on va voir, mais la diversité, avant tout, la différence est avant tout génétique. Hein. Mais par contre, ça peut avoir des conséquences épigénétiques, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai montré dans un schéma, les deux sont liés. Hein. Les gènes qui spécifient les protéines qui contrôlent l'épigénétique sont soumis aussi à des modifications. Vous voyez, ça devient très compliqué. Toujours pareil, des questions simples, mais... Ah, l'ADN mitochondrial. L'ADN mitochondrial, donc, pour juste dire qu'effectivement, il y a de l'ADN ailleurs que dans le noyau. Il y en a dans cette petite organite qui est la source, qui est la petite usine qui produit la majeure source d'énergie chimique dans la cellule, qu'on appelle l'ATP, se fait dans la petite usine qu'on appelle la mitochondrie. Et la mitochondrie a son propre ADN. Alors, pourquoi elle a son propre ADN? On sait maintenant de façon assez certaine que ces mitochondries ont une origine bactérienne et qu'en fait, les cellules, nos propres cellules, qu'on appelle des cellules eucaryotes avec un noyau, ont acquis ces mitochondries en les englobant des bactéries. Il y a longtemps, il y a des cellules, il y a très longtemps, des cellules qui ressemblaient à nos cellules, ont englobé des bactéries, et ces bactéries, donc qui avaient leur matériel génétique, sont devenues, il y a une sorte de domestication de ces bactéries, elles sont devenues des mitochondries. Je fais ça très simple. Hein. Et donc, il y a toujours de l'ADN qui est le reliquat de l'ADN des mitochondries, des bactéries originelles. Donc, alors, selon les organismes, d'ailleurs, cet ADN mitochondrial est plus ou moins important. Et en fait, avec l'évolution, avec le temps, la majorité des gènes qui étaient dans la bactérie originelle sont passés dans le génome nucléaire, dans l'ADN du noyau, par des mécanismes aussi un peu compliqués, mais bon. Donc, mais il reste de l'ADN mitochondrial et qui contrôle des fonctions très importantes. Voilà. Alors, il y a éventuellement des petites modifications épigénétiques qui peuvent... L'ADN mitochondrial n'est pas organisé en chromatine comme dans le noyau. Donc, s'il y a des modifications épigénétiques, elles sont un peu particulières. Mais bon, l'ADN mitochondrial, en fait, fonctionne de façon... D'abord, il faut dire que tout l'ADN mitochondrial est utile. On n'a pas... est utile à toutes les cellules. Donc, on n'a pas à éteindre ou allumer des gènes en fonction des types cellulaires. Les gènes qui sont dans l'ADN mitochondrial sont tous utiles. C'est ce qui permet la respiration cellulaire et toutes nos cellules doivent être capables de respirer. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de régulation comme dans le génome, dans l'ADN du noyau, où là, tous les gènes ne sont pas utiles à toutes les cellules. Hein. Il y a des gènes qui sont utiles à toutes les cellules et puis il y a des gènes qui sont exprimés par telle ou telle cellule. L'ADN mitochondrial, lui, il doit être exprimé dans toutes les cellules. Donc, on ne doit pas contrôler à ce niveau-là, en tout cas, on ne doit pas rendre... Il ne faut pas surtout rendre silencieux ces gènes, ils sont absolument essentiels. Et puis l'ADN mitochondrial, en plus, autre particularité, c'est qu'il est contenu à plein de copies. Nous, on a 2 copies parentales, hein, le génome paternel et le génome maternel, 2 copies de gènes. L'ADN mitochondrial, dont je dis entre parenthèses qu'il est hérité de la mère, hein, chez les mammifères, eh bien, lui, il est présent en plein de copies dans la cellule. Donc, il a tout plein de particularités. Mais pour répondre donc à la question, il n'y a pas de modification épigénétique. Il peut y en avoir concernant l'ADN, mais pas équivalente à ce qui se passe dans le noyau, pour les raisons que j'ai dit, c'est qu'on doit garder ces gènes toujours actifs, quel que soit le type cellulaire. Ok, on n'a plus de questions. Beaucoup de remerciements des gens pour la qualité de la conférence. Eh ben, je les remercie des remerciements. On va se quitter là, du coup? Et je crois bien, oui. Je crois bien. Eh ben, encore merci en tout cas, Christophe. Ben, de rien.